Voilà, nous nous retrouvons en direct pour la deuxième partie du chapitre mobilité électrique. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Fessy, qui est à distance, mais qui va nous faire une présentation sur les modes de propulsion alternatifs selon Hyundai. Laurent Fessy est product manager chez Hyundai Suisse. Et comme tout à l'heure, après son exposé, Werner Alter nous transmettra vos questions. Laurent Fessy, c'est à vous. Merci Mathieu. Je pense que vous m'entendez tous bien. Je remercie de mon côté Monsieur Chenal et toute l'équipe d'Énergie Sima de m'avoir invité à pouvoir vous faire cette présentation aujourd'hui. Je me réjouis de pouvoir, au nom de Hyundai et puis finalement de toute la branche automobile, d'apporter un petit éclairage sur qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché. Je vous ai mis en diapositive d'introduction le premier modèle qui a maintenant 5 ans d'âge, qui étaient les débuts de Hyundai dans le domaine des motorisations alternatives. Alors, on va préciser un petit peu ce que ça veut dire tout ça, mais ici, vous voyez un modèle qui est, à mon sens, à ma connaissance, le seul sur le marché encore aujourd'hui, qui est décliné dans les 3 grandes tendances d'électrification qu'on connaît sur le marché automobile, qui sont l'électrique, l'hybride et le plug-in. Donc la Hyundai Ioniq, qui a été lancée en 2016, est toujours aujourd'hui commercialisée. Et c'est un véhicule unique en son genre qui permet qui est un peu un démonstrateur technologique de ce qui existe aujourd'hui et qui a servi de base pour toutes les briques qu'on est en train de poser aujourd'hui sur les modèles qui sortent maintenant sur le marché et sur toutes les technologies qui y sont déployées. Avant de me lancer dans la présentation, j'avais un petit... Est-ce que ça marche là? Voilà. Un petit aparté, comme Monsieur Pérou, je commence ma présentation par un petit focus sur le changement climatique. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective qui est en train de se passer aujourd'hui avec des degrés, des vitesses divers, mais il y a presque plus personne qui nie que le changement climatique est d'origine anthropologique, ce qui veut dire qu'au niveau des constructeurs automobiles, ce qu'on est en train d'observer, c'est que globalement, presque tous les constructeurs sont en train de faire leur prise de conscience aussi et d'amener sur le marché des modèles qui sont de plus en plus économiques et donc écologiques. Tout est sujet à débat, bien entendu. Et pour recadrer un peu le débat, mon objectif, c'est donc, dans un contexte de vision globale de la branche automobile, de préciser de quoi on parle et pour ça, de partir de ce graphique qui montre les différentes technologies en fonction de, en abscisse, le degré d'électrification qu'on apporte à la voiture et en ordonnée le pourcentage de réduction des émissions de CO2 associées. Donc ici, on a les différentes catégories. Il y a 2 lectures possibles de ce graphique. Il y a la lecture qui consiste à partir du coin en bas à gauche, qui est finalement le véhicule thermique essence conventionnel, et puis de remonter comme ça chaque technologie, ou bien de partir de tout en haut, qui est finalement le véhicule qu'on appelle 100% électrique et qui n'utilise que de l'électricité pour avancer. Alors, si on parle d'en bas, la première technologie qu'on rencontre, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui le micro-hybride et qui est finalement intégré dans déjà tous les véhicules qui sont actuellement commercialisés sur le marché. Vous voyez à chaque fois pour chaque petite case un diagramme qui montre la technologie. Je vais pas rentrer dans le détail, mais un niveau des puissances qui sont mises en jeu. Donc ici, on est sur des puissances assez modestes de moins de 5 kW. Donc c'est, on va dire, moins de 5% de la puissance du moteur thermique en ordre de grandeur. Les émissions de CO2 associées sont aussi relativement modestes. Le principe ici, c'est juste de piloter les phases de recharge de l'alternateur pour charger les batteries dans les phases de décélération. Donc c'était très simple, très peu coûteux à mettre en œuvre, mais les gains ont rapidement été intégrés dans la base. Donc je ne vais pas me pencher énormément sur le micro-hybride. Maintenant, la technologie qui est en train de prendre énormément d'ampleur, c'est ce qu'on appelle le mild hybrid ou hybride léger en français, qui met des puissances, du fait de la technologie à 48 volts, qui peut mettre des puissances en jeu qui sont plus importantes et qui peuvent être typiquement autour de 10 kW,
et qui va offrir une vraie prestation sur les réductions d'émissions de CO2. Alors, ça peut être 5%. Le 5%, c'est un peu une valeur moyenne. Ça peut aller jusqu'à 10, 15, 20% dans des cas très spécifiques, en particulier beaucoup de conduite en ville avec beaucoup de variations de vitesse. Ce sera évidemment un petit peu moins sur les autoroutes où la vitesse est constante et où finalement c'est seulement les différences de dénivelé qui vont apporter quelque chose. Mais cette technologie a un véritable intérêt et on voit qu'il y a un engouement global de tous les constructeurs pour ce type de véhicule. Le coût reste modeste et relativement maîtrisable au regard des réductions de CO2 qui y sont apportées. Je passe ensuite à la case du full hybride. Alors, c'est ce qu'on appelle vraiment un véhicule hybride, ou en tout cas ce qu'on devrait appeler un véritable véhicule hybride. Ce véhicule est capable de rouler en mode électrique seul, contrairement au micro-hybride qui, de toutes les façons, fait toujours tourner le véhicule essence. Donc celui-ci, le vrai hybride, peut rouler en mode électrique, mais a une batterie qui est de capacité relativement modeste, qui ne peut pas être rechargée. Ce qui veut dire qu'il utilisera toujours à 100% de l'essence pour avancer. Mais le moteur électrique va avoir deux phases de fonctionnement. Il va avoir une première phase de générateur pour charger la batterie dans les phases de freinage. Et ensuite, dans la phase de redémarrage, c'est lui qui va fournir l'énergie pour commencer à mouvoir le véhicule et puis pour soutenir le moteur thermique lors des phases d'accélération ou dans les montées. Ici, on voit que le gain est nettement plus conséquent qu'avec l'hybridation légère, puisqu'on peut avoir des gains jusqu'à 20%. Vous avez même des constructeurs qui vont annoncer des temps d'utilisation en mode 100% électrique qui peuvent être à plus de 50 voire 60%. L'effet sur la consommation est bien réel, mais on reste sur un véhicule qui ne consomme que de l'essence et où on va consommer typiquement 1 à 2 litres d'essence de moins au 100 km par rapport à un véhicule essence conventionnel. Le plug-in hybride ou hybride rechargeable en français, que vous voyez ici, est globalement basé sur la même architecture qu'un hybride, mais avec une batterie de nettement plus forte capacité, qui va aussi permettre de la recharger. Un véhicule hybride, la recharge n'aurait vraiment aucun intérêt parce qu'en mode 100% électrique, il aurait une autonomie de 1 ou 2 km. Il n'y a vraiment pas d'intérêt à les recharger pour 1 km. Sur un véhicule hybride rechargeable, donc plug-in, on va typiquement trouver des autonomies autour de 50 km, soit en moyenne la distance parcourue par jour, ou voire même supérieure à la distance parcourue par jour par un conducteur moyen en Suisse, ce qui veut dire qu'on peut assurer la mobilité du quotidien en 100% électrique, mais on a toujours le moteur thermique qui est là en secours pour les grands trajets ou pour la fois où on n'a pas pu recharger et on a besoin de continuer notre trajet. Les puissances mises en œuvre sont un peu plus importantes pour pouvoir rouler de façon acceptable par le conducteur en mode 100% électrique. Donc, on va avoir des puissances typiquement autour de 50 à 90 kW en termes de chevaux. Ça veut dire des puissances autour de 100 chevaux. Donc, vous avez 100 chevaux électriques, 100 chevaux thermiques, puissance totale 200 chevaux. Ça fait globalement des véhicules qui sont assez lourds, assez volumineux, puisqu'il faut embarquer les deux technologies en parallèle, la technologie électrique et la technologie thermique. Les réductions d'émissions de CO2 sont très variables et sujettes à beaucoup d'hypothèses sous-jacentes. Un hybride un hybride rechargeable où la batterie est vide, c'est-à-dire une fois qu'on a épuisé les 50 km d'autonomie électrique, ça revient à peu de choses près exactement la même chose qu'avec un hybride avec un petit peu de poids en plus du fait de la batterie. Ce qui veut dire que la réduction de CO2 pour quelqu'un qui ne recharge jamais son véhicule hybride rechargeable est grosso modo la même que pour un véhicule hybride. Donc l'intérêt du véhicule hybride rechargeable, c'est évidemment de le recharger aussi souvent que possible. Ça veut dire tous les jours. Donc typiquement, c'est le véhicule qui est indiqué pour quelqu'un qui peut recharger soit à la maison, soit au travail, soit les deux, idéalement. Et il faut vraiment avoir cette démarche de brancher systématiquement le véhicule. Et là, bien sûr, vous pouvez avoir des réductions d'émissions qui, dans l'absolu, si j'utilise mon véhicule hybride rechargeable uniquement en mode électrique pour faire des petits trajets de moins de 50 km, j'ai finalement un véhicule électrique
où je trimballe en plus un peu de poids supplémentaire côté thermique, mais je peux atteindre 100% de réduction des émissions de CO2, émissions locales, bien évidemment. La réalité de la chose, c'est qu'il va certainement falloir des études un peu plus larges, et à ma connaissance, il n'y en a pas encore, puisqu'on n'a pas de recul d'expérience suffisant avec la technologie, mais qu'on va vraisemblablement se retrouver dans une zone entre 30 et 60% de réduction des émissions de CO2. Donc, il y a un intérêt, il a été bien compris par les constructeurs, et globalement, on y va sur cette technologie. La dernière, c'est le véhicule 100% électrique. Donc, on supprime complètement tout le moteur à essence et ce qui va avec. On a des puissances qui peuvent être identiques à celles d'un moteur essence, voire bien supérieures. Et on commence à avoir des supercars électriques. Et on a 100% de réduction des émissions de CO2 locales. Je pense que ce point a été bien présenté par M. Peyroux juste avant. Un petit focus sur les consommations, juste pour avoir quelques ordres de grandeur. Je vais dire un véhicule essence, typiquement consommation de 7 litres au 100. Donc avec le micro-hybride, on voit qu'on va réduire de manière un petit peu sensible, mais sans que ça fasse un véritable changement, cette consommation, avec 6 litres 8. Sur l'hybride, typiquement sur ce véhicule de taille moyenne, on va gagner 1 litre au 100 de consommation de carburant. Le plugin, comme je l'ai expliqué, c'est très variable selon les cas d'usage, mais grosso modo, on va se retrouver pour quelqu'un qui va faire 50% de ses trajets en électrique sur une consommation qui va être aux alentours de 2 litres à 3 litres au 100, et puis une consommation électrique en parallèle qui va être autour de 10 à 15 kWh au 100 km. Et je finirai par l'électrique, où on a typiquement des consommations, alors qui vont ici varier très fortement selon l'hiver, l'été, selon pluie, pas de pluie, selon donc tout l'environnement climatique, et évidemment selon la vitesse. Mais on peut considérer en première approximation une moyenne de 20 kWh au 100 km. Un point que je n'ai pas abordé sur le graphique précédent, qui est évidemment la voiture à hydrogène. C'est une technologie très importante pour Hyundai, et où on a aussi beaucoup d'annonces qui sont faites ces derniers temps au niveau européen et au niveau suisse. Cette voiture, elle se range dans le graphique précédent dans la même catégorie que les voitures 100% électriques, puisque ce qu'on peut voir ici sur le graphique, c'est que le véhicule à hydrogène embarque simplement, au lieu d'une grosse batterie, des réservoirs d'hydrogène que vous voyez ici à l'arrière de la voiture sous le plancher, ainsi qu'une pile à combustible qui va combiner cet hydrogène avec l'oxygène de l'air pour produire H2 et O, de l'eau et de l'électricité. L'eau sort par un pot d'échappement classique à l'arrière de la voiture, et l'électricité va évidemment entraîner le moteur qui va faire tourner les roues avant, et à la conduite, on a un véhicule 100% électrique, avec même chose, 100% de réduction des émissions de CO2 locales. Et finalement, tout est rebasculé sur la production d'hydrogène en amont. Alors, pour parler de cette production d'hydrogène amont, un petit slide très synthétique sur le fait que l'hydrogène a besoin, on le voit dans le petit schéma en haut à gauche, d'un certain nombre d'étapes. Donc, je suis parti ici de l'hypothèse de production d'hydrogène vert à partir d'électricité elle-même verte. Donc, on produit l'hydrogène par simple électrolyse de l'eau, mais il est ensuite nécessaire de éventuellement transporter cet hydrogène, de le stocker, de le compresser, puisque pour être exploitable, que ce soit dans des voitures ou dans des camions, on doit monter la pression à au moins 350 bars pour les camions, 700 bars pour les véhicules. Autrement, le volume serait délirant. L'avantage de l'hydrogène, alors M. Peyroux a déjà parlé des avantages pour ce qui concerne la mobilité. Il y a aussi un autre intérêt qui est le stockage à grande échelle d'une réserve d'énergie. Les batteries peuvent être aussi utilisées pour ça, mais sont relativement coûteuses. Le stockage d'hydrogène, c'est de simples réservoirs, entre guillemets, qui doivent tenir la pression, qui prennent aussi une certaine place au sol, mais où on sait stocker dans l'absolu sans véritable limite physique de l'électricité sous forme d'hydrogène. Monsieur Fessy, est-ce que je peux vous demander d'avancer parce que le temps court? J'ai presque fini.
J'ai presque fini. pour Un qu'on petit puisse... point sur l'hydrogène Voilà, pour vous s'il dire, vous plaît. ici, on a 6 stations aujourd'hui à l'échelle de la Suisse et vraisemblablement une centaine de stations qui sont en projet d'ici à 2025, donc une technologie qui va vers la maturité. Euh, Juste un petit slide pour faire une petite introduction sur le concept de énergie primaire par rapport à énergie finale, avec le but de vous dire que, avec toutes les étapes de transformation, de transport, de pompage, etc. qu'on a, toute technologie a un certain nombre de pertes qui fait que lorsque je mets 1 litre d'essence dans mon réservoir, il a fallu 1,5 litre par exemple en amont pour toutes les étapes au préalable. C'est ce qui m'amène à et ce sera la conclusion de ma présentation, une comparaison à l'usage en termes de kilowattheure, donc en focalisant sur l'énergie primaire pour 100 km parcourus, en fonction de la technologie d'électrification qui est mise en œuvre. Et donc on voit que, en sachant qu'un litre d'essence, c'est à peu près 10 kWh, plus en intégrant les pertes, on se retrouve avec une technologie essence ou mal hybride qui est aux alentours des 100 kWh au 100 km. On voit que l'hybride, on récupère environ 10% de cette énergie. Il y a ensuite un gap significatif avec l'hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable, qui se trouve ici aux alentours de 50 kWh pour 100 km. Alors c'est pour un véhicule particulier. Et tandis que l'électrique, du fait des pertes en production et des pertes en transport, se retrouve autour de 25. Vu qu'il y aura sans doute pas suffisamment de véhicules électriques pour tout le monde, on aura besoin de développer les technologies sur tout ce panel. Donc tout ce qu'on peut améliorer par rapport à un véhicule essence classique est toujours bon à prendre, mais on voit qu'il y a vraiment un intérêt global du marché et des constructeurs sur l'électrique. Mon point, c'était de dire, Hyundai, l'approche, c'est de proposer autant que faire se peut, la voiture idéale pour chaque type de client et type d'usage, en tenant compte des contraintes aussi de coût de tout un chacun. Et donc de vous dire, on a des solutions mild hybrides aujourd'hui plutôt pour des véhicules de taille petite et moyenne. On a des solutions hybrides pour des véhicules qui peuvent être un peu plus imposants. On a les véhicules à hydrogène, avec ici le Nexo à hydrogène qu'on a vu tout à l'heure, ainsi que le camion à hydrogène qui est aujourd'hui massivement en train d'arriver en Suisse. Et puis, on a tout un plan de développement sur les véhicules électriques, où je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est qu'avec la nouvelle plateforme ainsi que technologie 800 volts, on a aujourd'hui des recharges rapides qui peuvent être faites en 18 minutes. Donc, on a des temps de recharge qui commencent à s'approcher du temps d'une pause sur un grand trajet. Donc, si vous pouvez recharger 300 km en 18 minutes, prendre un café pendant 18 minutes, repartir pour 300 km, je pense que l'équation change nettement la donne. Voilà, j'ai sans doute pris un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu. Je suis bien évidemment disponible pour les questions de l'échange qui suivra les présentations. Merci à tous. Merci Laurent Fessy pour cette exploration très fine et ces distinguos très importants sur les différentes motorisations. C'est un sujet vraiment passionnant qui suscite, je le vois, beaucoup de questions de la part des internautes. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps là maintenant d'avoir cet échange-là parce que l'heure tourne et puis on aimerait laisser du temps pour les présentations des autres, mais nous gardons en réserve quelques questions du public pour la partie table ronde à votre intention. Donc, je vais sans plus tarder faire l'introduction pour la prochaine présentation et je vais demander à Grégoire Ramu des TPF de venir prendre place ici sur le podium.